Le cœur financier de l'Amérique s'effondre lentement, comme au ralenti. Aujourd'hui, plus de 61% des Américains vivent d'un chèque de paie à l'autre. Même ceux qui gagnent plus de 120 000 $ par an ont du mal à payer leur loyer. Le panier moyen d'épicerie a bondi de 68% depuis 2019, tandis que l'assurance automobile et l'électricité ont tout simplement doublé. Et les dettes de cartes de crédit viennent d'atteindre un nouveau sommet, 1250 milliards de dollars, avec des taux d'intérêt dépassant 24,5%, du jamais vu dans l'histoire récente. Pendant ce temps, les salaires, eux, n'ont augmenté que de 3%. Autrement dit, un travailleur à plein temps d'aujourd'hui a le même pouvoir d'achat qu'en 1999, mais il fait face à des dépenses dignes d'un scénario dystopique de 2025. Ce n'est plus de l'inflation. C'est une asphyxie économique, maquillée en progrès. Derrière chaque paie, il y a une angoisse silencieuse dont les gens ne parlent plus. Ce qui ressemblait avant à un simple stress financier est devenu un mode de survie permanent. La vérité dérangeante, c'est que la dette a remplacé le revenu comme base du quotidien. Selon des études récentes, 4 travailleurs horaires sur 10 affirment qu'ils considéraient comme un luxe le simple fait de passer 2 semaines sans emprunter d'argent. Ce n'est pas de l'avancement, c'est de la détresse devenue norme. Les gens ne rêvent plus d'épargne, ils prient juste pour garder la tête hors de l'eau. Un salaire de 1200 $ s'évapore avant même d'arriver. 900 partent dans le loyer, 150 dans les factures d'énergie, et le reste dans des courses qui ne tiennent pas jusqu'à la fin de la semaine. Dès que la carte bancaire est passée, le cycle recommence. Découvert, crédit, paiement différé, petits prêts à court terme. Ce ne sont pas des caprices ni de la mauvaise gestion. Ce sont des bouées de sauvetage déguisées en commodité. Et tout cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Depuis des décennies, les salaires stagnent tandis que le coût de la vie grimpe sans répit. Mais aujourd'hui, le fil a cédé. Les Américains ne tirent plus sur leur budget, ils tirent sur le temps. Chaque paie est déjà empruntée à l'avenir. Et le plus inquiétant, c'est que ce système a été construit ainsi. L'inflation fait les gros titres, mais c'est la financiarisation du quotidien qui ronge silencieusement la classe moyenne. Quand les paiements d'intérêt deviennent aussi naturels que respirer, on entre dans une nouvelle ère économique, où la seule monnaie qui circule librement, c'est la dette. Même les foyers à revenus élevés n'échappent plus à l'étau. Les familles à 6 chiffres jonglent entre prêts étudiants, assurances qui explosent et traites de voitures, tout en donnant l'impression que tout va bien. Ils incarnent une version déformée du rêve américain. Un rêve qui ne parle plus de posséder, mais simplement de maintenir. Toutes les statistiques mènent à la même conclusion. Ce qui, autrefois, définissait la pauvreté, l'insécurité, la dette, l'anxiété a désormais envahi la classe moyenne, voire supérieure. Des millions de personnes travaillent toujours, mais leur effort ne garantit plus aucune stabilité. Ce n'est pas un échec personnel. C'est une érosion systémique. Car quand la survie elle-même devient un produit à vendre, la richesse du pays ne croît plus. Elle se nourrit de sa propre population. Et le plus ironique, c'est que les mêmes institutions responsables de ce déclin sont celles qui le mesurent, en répétant que tout va bien. Les chiffres ne mentent pas, ils révèlent. Ce que vivent les Américains, ce n'est plus une simple inflation. C'est une reconfiguration économique, où survivre coûte désormais plus cher. Depuis 2019, les prix à la consommation ont officiellement grimpé de 32%. Mais la réalité est bien plus sombre. Le foyer moyen dépense aujourd'hui 79 $ de plus chaque mois pour les mêmes produits essentiels qu'il achetait il y a 4 ans. Les denrées alimentaires ont bondi de 68%, les loyers de 37%, les factures d'électricité de 41%, et les primes d'assurance santé ont discrètement augmenté de plus de 55%. Ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat. C'est le socle même du mode de vie moderne. Le billet d'$1 de 2019 ne vaut plus que 72 cents aujourd'hui. La devise peut encore afficher « In God we trust », mais l'économie, elle, fonctionne désormais à crédit, pas à la foi. Et le plus tragique, c'est que cette érosion passe inaperçue dans les statistiques officielles. Pendant que le gouvernement se félicite d'un ralentissement de l'inflation, le véritable coût de la vie, celui qu'il faut réellement dépenser pour maintenir le même niveau, a bondi de 64% depuis 2020. Pour des millions de gens, ce n'est plus de l'économie. C'est une lente désintégration. Les rayons des supermarchés sont devenus des champs de bataille. Les emballages rapetissent, les prix non. Une boîte de céréales qui nourrissait une famille pendant une semaine ne dure plus que 4 jours. Les compagnies d'électricité ajoutent des frais d'ajustement. Les propriétaires inventent des ajustements de marché. Les assureurs, eux, revoient leurs primes à la hausse sous prétexte de réévaluation du risque. Les travailleurs américains ne sont ni paresseux ni improductifs. Ils sont simplement évincés de leur propre existence, dans un système qui monétise jusqu'à leurs besoins vitaux. Même l'illusion du confort s'effondre. Internet, téléphone, essence,
ces dépenses autrefois gérables se transforment en taxes cachées de la vie moderne. Aujourd'hui, une famille de 4 personnes consacre plus de 80% de son revenu aux besoins essentiels, ne laissant que 20% pour tout le reste, épargne, urgence, loisirs. Il y a 10 ans, ce ratio n'était que de 60%. Chaque donnée raconte la même histoire. Survivre est devenu un abonnement mensuel. La stabilité n'est plus quelque chose qu'on possède, mais qu'on loue, et à un tarif qui ne cesse d'augmenter. Quand tout, nourriture, logement, santé, éducation devient un produit indexé sur le profit, même la liberté finit par coûter trop cher. Ce n'est pas de l'inflation. C'est une extraction contrôlée du niveau de vie, une lente saignée de la classe moyenne camouflée en croissance économique. Le rêve américain n'a pas disparu. Il a simplement été revendu à un prix inaccessible. Et comme chaque crise a besoin d'un déguisement, celle-ci s'abrite derrière les chiffres. La Réserve fédérale jure que tout est sous contrôle. 2,8% d'inflation, disent-ils, comme si un pourcentage pouvait effacer la panique à la caisse. Mais ce n'est pas une gestion économique. C'est une mise en scène. Les statistiques officielles parlent de moyenne, pas de réalité. Elles compressent la douleur en décimales. La vérité, c'est que l'inflation ressentie par les ménages travailleurs dépasse les 40%. Pourtant, ceux qui élaborent les politiques prétendent que la souffrance est psychologique. Derrière ce rideau de chiffres se cache une machine à 1000 milliards de dollars, un outil de contrôle. La Fed ne combat plus l'inflation. Elle gère la perception. En jouant sur les taux d'intérêt, elle influence le comportement, pas les prix. Quand les taux sont trop bas, elle inonde le marché de crédit bon marché. Quand ils montent trop haut, elle étrangle la croissance. Dans les deux cas, les Américains ordinaires perdent. Leur épargne fond quand la monnaie se déprécie, et leurs emplois disparaissent quand les coûts d'emprunt explosent. Ce qu'on appelle la stabilité, c'est en réalité une redistribution lente et silencieuse de la richesse, des travailleurs vers les détenteurs de capital. Et pendant que les foyers peinent à suivre, la classe financière prospère sur la volatilité. Les taux élevés écrasent les pauvres mais récompensent les prêteurs. Les taux bas font gonfler les bulles d'actifs dont les riches sortent avant qu'elles n'éclatent. Ce n'est pas une erreur. C'est un modèle. Le mandat officiel de la Fed, stabilité des prix et plein emploi, est devenu un paradoxe qu'elle ne cherche même plus à résoudre. La stabilité des marchés se paie désormais par l'instabilité des citoyens. Les chiffres qu'on nous présente ne sont plus des indicateurs, mais des illusions mathématiques. On parle de 4,1% de chômage, mais si on inclut les travailleurs à temps partiel forcés, ceux sous-payés ou exclus du système, le vrai chiffre dépasse 25%. Un quart de la population est, en réalité, sans emploi ou écarté de la prospérité. Et pourtant, on continue de répéter que l'économie est solide. Voilà pourquoi la confiance s'effrite. Les gens sentent la supercherie, même s'ils ne peuvent pas la chiffrer. Ils la vivent chaque fois que leur paix rétrécit. Pendant que les économistes célèbrent la modération, le système financier américain ressemble à un labyrinthe de miroirs. Les reflets paraissent infinis, mais les murs se referment. Plus la Fed prétend maîtriser la situation, moins le peuple en contrôle réellement. Sur le papier, l'économie semble encore vivante. Mais sous les chiffres, le pouce affaiblit. Une seule entreprise peut publier 200 offres d'emploi, pour n'en pourvoir que 2. Le reste, des annonces fantômes créées pour enjoliver les rapports trimestriels. Et pourtant, ces chiffres gonflent les statistiques officielles qui prétendent que le marché du travail est robuste. Sur le papier, tout semble solide. Mais en réalité, il est creux. Les chercheurs d'emploi envoient des centaines de candidatures pour n'obtenir que des refus automatisés, ou s'épuisent dans des boucles d'entretien interminables qui n'aboutissent jamais. Cette illusion maintient vivante l'idée d'un pays plein d'opportunités, alors que la vérité, c'est que la croissance réelle des salaires stagne depuis près de 20 ans. L'Amérique ne souffre pas d'un manque de travailleurs. Elle souffre d'un manque d'emplois qui permettent de vivre dignement. Et cette tromperie va bien au-delà du monde du travail. Le fléau du sous-emploi des millions de personnes forcées d'accepter des postes précaires, à temps partiel ou en freelance, est devenu la colonne vertébrale de l'économie moderne. On appelle ces gens des indépendants, mais ils n'ont aucune indépendance. Ils louent leur force de travail à l'heure, sans couverture santé, sans retraite, sans sécurité. Aujourd'hui, un Américain sur 4 gagne moins de 25 000 $ par an, une somme qui ne suffit même pas à louer un studio dans la plupart des grandes villes. Ce drame n'est pas individuel, il est structurel. En manipulant les classifications, en gonflant les rapports et en redéfinissant ce qu'être employé veut dire, le système fabrique une illusion de stabilité qui n'existe pas. Il persuade les gens que, s'ils faisaient juste un peu plus d'efforts, ils réussiraient. Alors qu'en vérité, le système est conçu de façon à rendre cette réussite presque mathématiquement impossible. Dans un marché du travail équilibré, l'effort humain devrait mener à la sécurité. Mais en Amérique,
il mène à l'angoisse. Et tout cela alimente la même machine, celle qui nourrit l'optimisme de Wall Street et la communication du gouvernement. La Fed montre du doigt le faible taux de chômage comme preuve de reprise économique, alors que la moitié des travailleurs vivent un accident médical près de la faillite. Cette façade tient encore debout, mais la pression monte. Une économie fondée sur des chiffres maquillés et du travail sous-payé ne peut pas croître indéfiniment. Elle finit toujours par s'effondrer, d'abord lentement, puis d'un seul coup. À mesure que l'illusion d'un emploi stable s'efface, une nouvelle économie a pris le relais, non plus basée sur la productivité, mais sur l'endettement. La dette est devenue la circulation sanguine du pays. Chaque achat, chaque dépense, chaque soupir de soulagement passe désormais par le crédit. Les Américains cumulent plus de 1250 milliards de dollars de dettes sur leur carte, un record qui grimpe de plusieurs milliards chaque semaine. Les taux d'intérêt moyens tournent autour de 24,5%, et les banques osent appeler ça une normalisation. Mais ce n'est pas une normalisation, c'est de l'extraction légalisée. Le crédit n'est plus un outil, c'est une laisse. Les ménages ne dépensent plus pour vivre, ils empruntent pour survivre. Toute une génération a été conditionnée à mesurer sa réussite non plus par ce qu'elle possède, mais par la limite de son crédit. La culture du « acheter maintenant, payer plus tard » s'est transformée en addiction psychologique. Une facture d'épicerie à $300, un loyer en retard de 9 cents, un forfait téléphonique à 60, tout est repoussé à plus tard, jusqu'à ce que le futur croule sous le poids de ces reports. Le plus pervers dans tout ça, c'est que ce système a été conçu pour sembler libérateur. Application fluide, validation instantanée, taux zéro temporaire, tout est pensé pour endormir la conscience d'être enchaîné. Les jeunes Américains gèrent souvent 5 ou 6 comptes de crédit avant même de toucher leur premier salaire. Les défauts de paiement explosent, plus 18% en un an. Mais les entreprises appellent ça rotation attendue. En clair, l'échec humain est devenu une variable commerciale. La dette a remplacé le salaire comme moteur de l'économie. Elle maintient la consommation, cache la stagnation des revenus et entretient l'illusion de croissance. Mais sous cette illusion, la décomposition avance. Chaque paiement d'intérêt, c'est une part du présent du travailleur qui s'envole vers le futur du créancier. C'est une épargne négative, déguisée en activité économique. Et quand la capacité de remboursement s'épuise, le cycle recommence avec plus de crédit. Le système prospère sur la certitude de l'effondrement. Chaque faillite devient une excuse pour hausser les taux, créer de nouveaux frais, inventer de nouveaux produits. Plus les Américains s'enfoncent, plus c'est rentable pour ceux qui les regardent couler. Ce n'est plus du capitalisme. C'est du cannibalisme déguisé en opportunité. La dette a pris la place de la démocratie. Les citoyens ne votent plus avec des bulletins, mais avec leur score de crédit. Et peu importe le résultat, les banques gagnent toujours. L'économie américaine ne croît plus grâce à la dette, elle survit grâce à elle. Mais chaque empire financier a besoin de nouveaux débiteurs pour tenir. Et aujourd'hui, ce rôle revient à la jeunesse. La génération Z est devenue le pilier de cette économie du crédit, non pas par choix, mais par contrainte. Dès le début de la vingtaine, un jeune adulte porte en moyenne plus de 21 000 $ de dettes non hypothécaires, et près de 30% d'entre eux utilisent le crédit pour se nourrir. Ils ne sont pas irresponsables, ils sont piégés. Car le coût de l'entrée dans la vie adulte, études, logement, transport est désormais hors de portée. Le prix médian d'une maison représente 8,6 fois le revenu annuel moyen d'un jeune de moins de 30 ans, contre 2,9 fois en 1980. Une génération à qui l'on avait promis que l'éducation mènerait à la prospérité sort aujourd'hui de l'université avec 1770 milliards de dettes étudiantes, pour des emplois qui couvrent à peine le loyer. Leur revenu disponible ne s'évapore pas, il est confisqué par les intérêts. Chaque paiement, chaque abonnement, chaque facture reportée transfère un peu plus de richesse vers le haut, pixel par pixel. Et ce pillage est maquillé en innovation, paiement flexible, inclusion financière, microcrédit. Autant de jolis mots pour désigner une seule et même chose, la dépendance. Même l'espoir est devenu un produit financier. Des applications immobilières proposent désormais d'acheter une maison à plusieurs amis, transformant les relations en contrats hypothécaires. Des employeurs offrent des avances sur salaire via des plateformes, qui ne sont en réalité que des prêts déguisés, en uniforme d'entreprise. Les jeunes ne sont plus des clients, ils sont devenus des garanties vivantes. Le coût psychologique est tout aussi lourd. 63% des jeunes de la génération Z disent ressentir chaque jour de l'anxiété liée à l'argent, un record historique. La peur économique est devenue un état émotionnel permanent. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de contrôle. Des citoyens apeurés ne réclament pas de réforme, ils cherchent juste à survivre. Et plus ils s'agitent pour tenir, plus ils s'enlisent. Cette expérience générationnelle n'a qu'un but, la soumission continue.
Quand le coût de vivre dépasse la récompense du travail, la révolte devient impossible. Les millénials ont retardé la richesse. La génération Z, elle, risque de ne jamais l'avoir. C'est la première génération à hériter d'un pays plus riche sur le papier, mais plus pauvre dans ses promesses. Le piège de la dette qui a avalé leurs parents s'est transformé en un système de capture totale, numérique, émotionnel et générationnel. Et comme on l'a vu, ce n'est pas un accident de gestion. C'est la suite logique d'un modèle d'extraction. Quand les jeunes ne peuvent plus construire, les anciens peuvent continuer à vendre. L'économie américaine ne récompense plus la jeunesse. Elle monétise son avenir. Et le schéma est évident. Toutes les civilisations qui perdent la maîtrise de leur monnaie perdent ensuite la maîtrise de leur vérité. L'Amérique répète aujourd'hui le cycle inflationniste qu'il a presque brisé il y a 50 ans, sauf qu'à présent, l'échelle est explosive. Dans les années 1970, l'inflation avait culminé à près de 13%, avant de retomber, puis de repartir de plus belle, déclenchant une récession brutale. Ce même mécanisme se réveille discrètement aujourd'hui. On a connu la première vague entre 2021 et 2022, quand les prix ont bondi de près de 9%. Puis, une accalmie trompeuse, un faux sentiment de stabilité. Et voilà que l'inflation remonte, cette fois de manière structurelle, non cyclique. Car contrairement aux années 70, elle ne dépend plus seulement du pétrole ou des salaires. Elle est ancrée dans tout, la logistique, le logement, la santé, l'éducation, les services numériques, même les données. Quand l'inflation devient systémique, elle ne monte pas par à-coups, elle s'accumule, lentement, sans retour. Chaque hausse de taux et chaque plan de relance des 10 dernières années se percute aujourd'hui dans les veines de l'économie. La pause temporaire imposée par la Réserve fédérale n'a pas guéri le mal. Elle l'a juste anesthésié le temps que la prochaine vague se forme. Et celle-ci sera plus violente, car le système est plus fragile. Dans les années 70, l'Amérique avait encore son industrie, une démographie en croissance et un excédent commercial. Aujourd'hui, elle traîne une dette publique de 38 000 milliards, une productivité en berne et une économie de consommation suspendue au crédit. On ne combat pas l'inflation avec des taux d'intérêt quand tout le pays dépend de l'endettement. Chaque point de pourcentage ajouté au taux d'intérêt coûte désormais des centaines de milliards de dollars aux contribuables. C'est un cercle vicieux. Défendre la monnaie revient désormais à creuser sa propre tombe financière. Et à mesure que l'inflation s'emballe, l'illusion de prospérité se désagrège. Quand les prix grimpent plus vite que les salaires, et que le dollar perd de sa valeur face aux biens plutôt qu'aux devises, l'inflation cesse d'être un simple phénomène économique. Elle devient une arme politique. Elle sape la confiance, divise les institutions et nourrit la colère populaire. Ce n'est plus seulement une erreur de gestion, c'est un désespoir collectif organisé. Le plus tragique, c'est que cette crise n'a rien d'imprévisible. Elle suit un scénario que l'histoire a déjà raconté. Chaque statistique, chaque décision politique, chaque flambée boursière trace la même courbe qu'on croyait révolue. Les années 1970 s'étaient achevées sur la stagflation et la récession. Cette fois, le choc sera encore plus brutal, car il n'existe plus d'industrie solide sur laquelle retomber, seulement la dette, la spéculation et le déni. Et chaque phase de déni finit toujours de la même façon, par une confrontation inévitable avec la réalité. Les États-Unis sont désormais entrés dans une ère où les mathématiques, non la politique, décident de leur avenir. Les signes ne sont pas théoriques, ils sont comptables. L'endettement total des ménages dépasse désormais les 18 400 milliards de dollars. Et pour la première fois, plus de 60% des détenteurs de crédit sont en retard de paiement ou ne versent que le minimum mensuel. Ce n'est pas un problème de crédit, mais un défaut généralisé qui s'installe lentement. Le système se fissure de l'intérieur, pendant que les responsables parlent encore de résilience. La dette est devenue le véritable moteur du modèle économique américain. L'État s'endette pour continuer à dépenser. Les entreprises s'endettent pour racheter leurs propres actions. Les consommateurs, eux, s'endettent pour acheter du temps. Chaque couche de dette alimente la suivante, créant une illusion de mouvement alors que tout s'enlise. C'est une économie circulaire d'épuisement, de l'argent emprunté, dépensé, puis recyclé dans une structure déjà en ruine. Ce que nous vivons, ce n'est pas simplement une inflation ou une récession isolée, mais la fusion des deux, une spirale de stagflation nourrie par la peur, la manipulation des données et l'aveuglement institutionnel. Les fissures s'élargissent dans tous les secteurs. Les retards de paiement sur les cartes de crédit ont bondi de 54% en un an. Les défauts sur les prêts automobiles atteignent leur plus haut niveau depuis 2009. Les faillites d'entreprises ont grimpé de 41% en 12 mois. Pendant ce temps, le taux d'épargne des ménages s'effondre à 3,6%, l'un des plus faibles jamais enregistrés. Ce n'est pas une reprise, c'est une hémorragie. L'économie ne se développe plus, elle consomme ses dernières réserves, la confiance,
la force de travail et la liquidité. Et plus la machine s'emballe, plus la marge de manœuvre de la Fed disparaît. Baisser les taux relance l'inflation. Les augmenter déclenche le chômage. Dans les deux cas, la chute s'accélère. Le système a été conçu de telle façon que chaque remède aggrave la maladie. Chaque plan de sauvetage, chaque relance, chaque injection de capitaux rajoute simplement de l'huile sur le feu. Lorsqu'une société fonde sa richesse sur le crédit plutôt que sur la production, l'effondrement n'est plus un accident, c'est une mécanique. La question n'est plus de savoir si le système va s'écrouler, mais comment la chute sera gérée. L'histoire ne se répète pas, elle s'ajuste. La prochaine crise ne ressemblera pas à celle de 2008. Elle prendra la forme d'une paralysie, une croissance illusoire, une richesse fictive et des dirigeants déconnectés de la réalité. L'économie américaine a atteint sa vitesse terminale, et cette fois, le sol n'est plus une métaphore. Ce qui se joue aux États-Unis n'est plus une simple histoire de finance, c'est une histoire humaine. Le système qui promettait autrefois la prospérité ne récompense plus que la résistance. Autrefois, le travail acharné menait à la stabilité. Aujourd'hui, il ne sert qu'à retarder l'inévitable. Les salaires stagnent, les prix explosent, et la dette est devenue l'identité nationale. Chaque dollar emprunté, c'est un jour de plus volé au futur, à l'espoir, à la sérénité. Mais derrière ces chiffres se cache une vérité bien plus sombre, un pays qui s'est habitué à la normale. La classe moyenne s'effrite, pendant que les dirigeants se félicitent des chiffres de croissance. Les banques annoncent des bénéfices records alors que des millions d'Américains repoussent leurs loyers ou rationnent leurs médicaments. L'apparence de force a remplacé la force elle-même. Ce qui se déroule aujourd'hui n'est pas qu'un ajustement économique, c'est un avertissement moral. Aucune nation ne peut survivre quand vivre devient un luxe. Et si cette trajectoire persiste, l'Amérique n'exportera plus la liberté ni l'innovation, mais la dette. Alors, mieux vaut se préparer, se protéger, et surtout, ouvrir les yeux. Car quand la survie devient un privilège, la lucidité devient une forme de résistance. La vérité dérange, mais elle est vitale. Les 10 prochaines années détermineront si les Américains reprennent le contrôle de leur destin, ou s'ils deviennent à jamais les locataires de leur propre économie.